Cet atelier a été désiré par les auteurs du comité belge de la SCAM. Il y a le comité qui siège et qui initie des projets en action culturelle. Et les auteurs de documentaires se disaient, tiens, nous, dans notre pratique, ce qui nous interroge aujourd'hui, c'est un changement de place du réalisateur de documentaires, un changement de relation avec le réel. Et voilà, on se posait des questions. Et cette question, on a eu envie de la poser à Muriel Andrin, qu'elle nous apporte son point de vue de théoricienne. Elle a accepté. Merci Muriel. Et voilà, et Muriel a voulu faire réagir 3 réalisatrices, Sana Sazari, Sarah Moonhove et Paloma. Elle est où, Paloma? Elle est là. Oh mon Dieu. Voilà. Donc, je pense que tout le monde est là. On commence avec un peu de retard. Donc, on va le faire bien. Bon après-midi. Alors, je vais un peu vous expliquer comment je propose de travailler. Donc, en fait, quand Paola et Anne m'ont proposé de faire cette rencontre, cet atelier de la SCAM, elles ne m'ont donné aucune indication. Donc, vous savez bien que les universitaires, quand on leur donne une liberté totale, c'est la panique. Sans contrainte, on ne sait pas très bien où on va. Et donc, on essaye d'imaginer des formes qui correspondent quand même à la fois à la structure qui accueille, à l'organisme qui organise et aussi à notre réflexion. Donc, j'ai essayé de proposer quelque chose qui soit à la fois théorique, mais aussi pratique. Donc, c'est un peu l'intention de cette heure et demie de vous proposer à la fois la réflexion que moi, j'ai par rapport à cette question de l'intervention des cinéastes sur le réel. Donc, c'est une question évidemment tout à fait étendue, complexe, très très diversifiée en fonction évidemment de chaque réalisateur et réalisatrice et du regard qu'ils apportent ou qu'elles apportent par rapport à leur film. Mais aussi, je sais bien que en tant qu'historienne et théoricienne du cinéma, j'applique des lectures qui sont parfois à des années-lumière de la conception des films et de l'intuition et de l'écriture qui a provoqué ces films. Et donc cet atelier, pour moi, c'était le lieu d'un dialogue entre alors ce que je vais vous exposer en une demi-heure, j'espère, qui pour moi est une forme de catégorisation des interventions sur le réel que peuvent apporter les cinéastes, et puis évidemment la réaction de 3 cinéastes qui vont apporter leur propre expérience vis-à-vis de leur film, vis-à-vis de l'écriture qu'elles ont, vis-à-vis de ces questions-là, et qui vont sans doute balayer mes catégories, ou peut-être pas, on verra. Et l'idée, c'est évidemment de créer ce dialogue pour voir où se situe, je dirais pas la vérité, parce que ça n'existe pas, mais en tout cas une lecture plus juste qui tienne à la fois d'une lecture théorique et d'une lecture pratique. Donc quand on a commencé à discuter de cette question de l'intervention, je me suis dit que j'allais faire un parcours historique sur la question de l'intervention dans le documentaire. Donc, je dispense un cours d'histoire du documentaire à l'ULB, et donc je me suis dit, voilà, je pars de cette structure, de cette histoire qui se raconte et qui remonte, alors d'une façon terminologique jusqu'en 1922. C'est la réalisation de Nanook l'Esquimau, réalisée par Robert Flaherty. Et donc, de me dire, voilà, qu'est-ce que interventionnisme voulait dire à cette époque-là,
Qu'est-ce que ça voulait dire quelques années plus tard ? Évidemment, ce mot est utilisé de façon complètement rétrospective parce que, à l'époque, personne ne parlait d'interventionnisme. On venait juste de découvrir cette forme qui était le documentaire. Et donc, on ne s'est pas posé ces questions-là avant un certain nombre d'années. Mais ce qui est intéressant de noter au début de cette histoire du documentaire, c'est que il y a cette idée que la caméra va enregistrer le réel de façon mécanique. Et il y a ce que les théoriciens par la suite ont décrit, et même au moment des années 20, ont décrit comme étant l'objectivité essentielle. L'objectivité essentielle, ça voudrait dire que la caméra est la seule à enregistrer le réel sans intervention humaine, et que tout se passe dans un processus mécanique quasi magique, là où auparavant la subjectivité était de mise au travers de la peinture, au travers du dessin, et donc de l'intervention de la main humaine. Donc cette idée de l'objectivité essentielle qui va être décrite par la suite par André Bazin dans les années 50, qui apporte vraiment une vision complètement fantasmatique de l'appareil photo et de la caméra comme étant des capteurs de réalité, mais aussi de révélateurs de réalité. C'est vraiment ce qui est la vague de fond de la réalisation documentaire pendant très très longtemps. Donc cette phrase d'André Bazin, cette idée que on puisse révéler des choses que seule l'impassibilité de l'objectif, en dépouillant l'objet des habitudes et des préjugés, je vous laisse juger aussi, de toute la crasse spirituelle dont l'enrobait ma perception, pouvait le rendre vierge à mon attention et partant à mon amour. C'est extrêmement lyrique, c'est complètement fantasmé, mais c'est intéressant de voir que cette conception de la captation de l'objectivité, donc une captation objective de la réalité, est ce dont on part pratiquement dans les premières années du documentaire. Et donc cette caméra est un œil mécanique qui permet d'enregistrer la réalité sans le passage par cet être humain, ce qui va aussi mener à toute une série de théories. Donc le monsieur que vous voyez derrière la caméra ici s'appelle Joris Ivens. C'est un des co-réalisateurs de Misère au Borinage et de tant d'autres films par la suite et même avant, qui avait évidemment un point de vue tout à fait politique sur les choses, mais qui était aussi dans cette idée de captation objective de la réalité par la caméra. Et en cela, il rejoint quelqu'un comme Dziga Vertov, qui va établir cette théorie du cinéma-œil. Donc je suis le ciné-œil, je suis l'œil mécanique, moi, une machine, vous montre le monde tel que seul moi peux le voir. Donc cette idée que vraiment l'objet central, c'est la caméra qui va permettre cette captation. Et à aucun moment, ni Ivens ni Vertov ne vont parler de manipulation ou d'intervention. Cette idée d'adéquation ou de prolongement de l'œil humain dans l'œil mécanique. Et vous voyez cette phrase tirée d'un des manifestes de Vertov qui parle de réorganisation idéologique du monde tel qu'il est. C'est une citation complètement sur le paradoxe. Comment le monde tel qu'il est peut-il apparaître si on le réorganise au travers d'une caméra ? Donc, ils ne sont pas à une contradiction près, mais ils croient sincèrement à cette idée que la caméra est un moyen de capter la réalité de façon tout à fait objective. Et on se dit que c'est lié à la période, qu'on est dans les années 20, que c'est normal, qu'on n'est pas encore très très loin dans l'histoire et dans la pratique documentaire. Et en fait, quand on observe et quand on lit
toute une série d'autres cinéastes qui vont apparaître bien plus tard. Donc, j'ai pris un exemple emblématique puisque Jean Rouch, pour le documentaire anthropologique, est vraiment une figure essentielle. Eh bien, il va ressortir pratiquement cette même conception. Donc, il va expliquer comment il filme avec cette caméra et comment il l'utilise comme un œil mécanique et aussi, évidemment, dans son cas, l'oreille électronique de la prise de son. Donc, cette idée que on n'est pas dans de l'intervention, on n'est pas dans un retravail du réel, on est dans une captation et dans une révélation. Maintenant, a posteriori, quand on se penche sur les films eux-mêmes et sur l'expérience que ces films apportent, bien sûr, on est dans quelque chose de relativement différent. Donc ce fameux Nanook, qui contient quand même un ensemble de scènes mises en scène de façon très lisible, assez explicite. Alors, on insiste sur le fait que c'est dû aux circonstances, qu'il faisait extrêmement froid, que le matériel a subi beaucoup de problèmes au moment de la prise de vue, qu'il y avait des problèmes aussi au niveau de la gestion de l'environnement. Donc, par exemple, on ne pouvait pas filmer à l'intérieur d'un igloo traditionnel parce que on n'arrivait pas à faire rentrer la caméra à l'intérieur, c'était trop petit. Et donc, Nanook a construit un igloo géant, ce qui n'arrivait jamais dans le monde réel, mais simplement pour faire rentrer la caméra. Même chose pour la chasse aux phoques. Très difficile de laisser la caméra tourner pour attendre que le phoque soit chassé. Évidemment, impossible de faire ça dans des circonstances naturelles. Et donc, on met en scène d'une certaine façon la réalité et on crée... Alors, je trouve cette formule particulièrement jolie et particulièrement pertinente. C'est Maya Deren, une réalisatrice expérimentale que vous connaissez peut-être, qui va se pencher sur la question du documentaire et dans cet article vraiment fascinant sur The Creative Use of Reality, donc l'utilisation créative de la réalité. Là aussi, ça veut tout dire sur la question de la réorganisation. Elle va utiliser le terme d'accident contrôlé. Donc, où on va provoquer les choses pour pouvoir les filmer par la suite. La chasse aux phoques, on va provoquer cette réalité pour pouvoir la filmer parce qu'à l'état naturel, on ne peut pas laisser tourner la caméra et on ne peut pas attendre que les choses arrivent. Ce premier aveu, quelque part, d'intervention que je trouve particulièrement... pertinent, et cette appellation évidemment qu'on pourra utiliser dans d'autres cas, pas simplement dans le cas de l'igloo, mais aussi quelque part peut-être aussi dans Misère au Borinage, puisque Stork et Evans non plus ne peuvent pas systématiquement filmer ou tourner toutes les séquences d'un point de vue spontané. Ils n'ont pas les circonstances, je ne vais pas commencer à les expliquer, mais en deux mots, ils n'ont aucune autorisation de tourner. Evans est recherché par la police, donc très difficile, évidemment, dans ces conditions de tourner. Ils travaillent avec les ouvriers pour pouvoir quand même filmer un certain nombre de scènes, qu'ils mettent parfois en scène, ou tout simplement qu'ils reconstituent pour que ces scènes existent à l'intérieur de la narration. Et donc on pointe toujours ces deux séquences dans le film. La première séquence de la saisie des meubles d'un des ouvriers où ses camarades se posent sur les meubles pour les empêcher d'être pris et emmenés. Évidemment, hors de question de filmer un huissier ou des policiers venant pour faire une saisie. Et donc, ce sont les ouvriers eux-mêmes qui vont jouer tous les rôles. Donc, on va reconstituer cette séquence. Et l'autre séquence connue pour être une reconstitution, c'est la séquence d'hommage à l'anniversaire de la mort de Karl Marx, où la manifestation a déjà eu lieu,
où Stork et Evans n'ont pas pu filmer et où ils vont demander aux ouvriers de refaire la marche pour qu'ils puissent la filmer. Ce qui est assez drôle, évidemment, et complètement anecdotique, c'est que les policiers vont arrêter la première manifestation, mais aussi la deuxième reconstituée. Donc, on les voit arriver sur la fin de la séquence pour arrêter cette manifestation. Donc, on travaille la réalité, on intervient dessus, mais sans toutefois parler d'interventionnisme à proprement parler. Le cas peut-être encore plus évident, c'est le cas de Vertov dans cette réorganisation du monde tel qu'il est, où il n'hésite absolument pas à manipuler l'image, à faire utilisation d'effets spéciaux pour pouvoir montrer notamment ce plan, qui est constitué en deux parties et en surimpression, mais aussi pour donner des impressions de visuelles comme celle-ci, où il va diviser l'image en deux pour donner cette espèce de vertige dans l'image, donc une construction esthétique et une intervention esthétique sur ce plan, mais aussi faire de la caméra un personnage à part entière qui marche, qui salue le public et qui s'en va. Donc, Vertov ne s'arrête pas à cette conception de réalité ou de réalisme. Pour lui, il fait cette proposition de mettre au centre la caméra et d'illustrer quelque part aussi sa théorie du cinéma œil et du cinéma vérité par la même occasion. Vous l'avez vu, ces exemples sont des exemples de réalisateurs masculins. Ce qui m'intéressait aussi dans cette séance, dans cet atelier, c'était d'amener peut-être une question, alors en filigrane, pas forcément de front, mais d'amener d'amener une question concernant l'histoire du documentaire tel qu'on l'enseigne aujourd'hui, qui est une histoire essentiellement masculine, où les premiers exemples qui viennent sont naturellement des exemples de réalisateurs, et comment on pouvait aussi illustrer cette question de l'interventionnisme ou, je dirais, des empreintes, comme je l'ai proposé comme terme, au travers de cinéastes, de réalisatrices, cette fois-ci. Donc c'est pour ça que j'ai invité 3 réalisatrices. C'est pour ça que les exemples que je vais vous montrer maintenant sont des exemples de femmes cinéastes. Alors je ne sais pas si ça change quelque chose. C'est le vieux débat. C'est un des débats les plus vieux du monde. Est-ce que le regard féminin est un regard différent du regard masculin ? Non, je pense que tous les cinéastes ont un regard singulier, voilà, comme ça c'est fait, mais que quand même, c'est important qu'il y ait une visibilité qui est jusqu'à présent très très difficile à acquérir autrement. Donc, 4 propositions de forme d'empreinte sur le réel, avec des exemples, je pense, assez emblématiques, pour vous expliquer un peu ces différentes catégories qui me semblent des catégories à travailler, sur lesquelles réfléchir, et de voir aussi jusqu'où on peut aller. Donc, qu'est-ce qui serait accepté dans le champ du documentaire ? Qu'est-ce qui serait considéré comme étant une transgression ? Est-ce que c'est vraiment important aussi ? Est-ce qu'il faut absolument catégoriser les choses ? C'est un peu toute la question, parce que malheureusement, le monde du financement et de la subvention continue à catégoriser les choses, donc on est un peu obligé aussi de suivre ce mouvement. Mais en même temps, c'est intéressant de se poser la question de où se trouve l'intervention et comment elle s'exprime. Alors, une des plus interventionnistes, on ne va pas se cacher, qui, elle, ne s'embarrasse pas de catégories, de frontières, de choses très posées, c'est Agnès Varda, ça l'a toujours été. J'ai choisi un tout petit exemple d'un film que j'aime beaucoup, qui est un court-métrage
qui date de 1967, où elle retrouve un ancêtre ou quelqu'un de la famille des Varda, son oncle, quand elle va tourner aux États-Unis, notamment pour accompagner Jacques Demy, qui lui fait un film hollywoodien, ou en tout cas essaye d'en faire un. Elle va faire toute une série de courts-métrages et de longs-métrages aussi. Lion's Love est un long-métrage qu'elle va produire à cette époque. Et donc, elle propose ceci. Alors, à la différence de Flaherty, qui n'annonce pas que les séquences qu'il propose sont des séquences mises en scène ou reconstituées, Varda, elle, va le dire. Et donc va annoncer dans la voix off que ceci est une mise en scène. Et d'ailleurs, si elle ne l'avait pas dit, je pense qu'on l'aurait compris tout seul. Donc c'est clair. On est dans une construction complètement assumée, complètement visible, complètement explicite, à la fois par la voix off qui nous explique que c'est une construction, que c'est mis en scène, par le fait qu'on nous répète la même phrase dans toutes les langues, ou en tout cas toutes les langues parlées par Oncle Yanko, et puis aussi par cette artificialisation, quelque part, ce rendu artificiel, avec le cœur que tiennent les enfants devant la scène de retrouvailles. Donc il y a une espèce d'ironie comme ça aussi de jusqu'où on peut aller dans la mise en scène et jusqu'où on peut manipuler les choses tout en étant complètement honnête sur la démarche. Donc, de dire qu'on va les manipuler et montrer cette manipulation, rendre visible cette construction qui est évidemment tout à fait singulière à la démarche de Varda, mais qui trouve ici une illustration, je trouve, tout à fait incroyable. Alors, d'autres vont proposer des empreintes initiales un peu différentes. Je voulais vous montrer un extrait, mais je vais un peu avancer parce que sinon on ne va jamais s'en sortir. Du film de Sarah Van Act, In Waking Hours de 2013, dans lequel elle revient sur un texte qu'elle a trouvé avec sa cousine. D'ailleurs, je m'excuse, c'est Sarah et Catherine Van Act qui sont cousines. Elles ont réalisé le film ensemble et elles veulent montrer, donc elles ont retrouvé un texte sur l'utilisation d'un œil de bœuf comme lentille, donc pour pouvoir projeter au travers de cet œil. Et donc, elles vont vouloir illustrer comment on utilise cet œil pour justement en faire une lentille. Et donc, Sarah va mettre en scène cette recherche scientifique, mais de façon tout à fait ludique. Donc, elles vont prendre leurs enfants respectifs, vont les habiller dans les 3 couleurs de base, et puis elles vont mettre en scène cette recherche scientifique dans le salon d'une de leurs connaissances, et elles vont découper l'œil de bœuf selon les instructions du texte pour pouvoir l'utiliser. Donc là aussi, tout est mis en scène. Rien n'est spontané, si ce n'est parfois la réaction des enfants qui participent à cette expérience, mais ou sinon, tout est proposé, tout est construit pour arriver à la forme qu'on désire transmettre aux spectateurs. Une des formes d'empreintes les plus connues et probablement les plus visible aussi, évidemment, dans le cinéma documentaire, c'est la présence du réalisateur ou de la réalisatrice. Que ce soit au travers de la voix, que ce soit au travers de son corps. Vous l'avez vu dans l'exemple de Varda. Agnès Varda, on l'entend ou on la voit pratiquement dans tous ses films. Elle laisse une empreinte qui est visible, mais qui est sa propre empreinte, son propre corps et sa propre voix. Ça peut être simplement une voix qu'on entend poser des questions. C'est le cas de Shirley Clarke avec Portrait of Jason en 1957, où on entend Shirley Clarke poser les questions, réagir
à ce que son interlocuteur lui raconte, donc dans une espèce d'échange, sauf qu'elle n'apparaît jamais à l'écran, elle est juste là pour rediriger un certain nombre de phrases ou de propos. Bien sûr, Agnès encore et toujours, qui apparaît devant la caméra, qui se met en scène, qui montre toute une série de choses la concernant, même si elle parle d'autre chose, hein, elle parle des glaneurs, mais en fait, elle parle d'elle-même aussi. Et l'exemple que je voulais vous montrer, qui est un peu plus périphérique peut-être pour certains, mais qui est complètement central dans la production documentaire aujourd'hui, c'est celui de Naomi Kawase, que vous connaissez peut-être en tant que réalisatrice de fiction, mais qui est aussi une documentariste particulièrement intéressante, qui met en scène ou qui propose une vision aussi de son intimité jusqu'à l'extrême. Donc dans Naissance et maternité, qui est un moyen métrage de 40 minutes, elle propose un rapport à sa mère adoptive, qui est en fait sa grand-mère, et surtout, elle fait le lien entre l'enfant qu'elle attend et cette mère, et ça donne lieu à ceci, une des séquences finales du film, qui est tout à fait saisissante, puisqu'elle se fait filmer, mais il y a cette centralité de sa propre existence au cœur même de son projet cinématographique. Donc cette proposition évidemment complètement radicale, complètement extrémiste. Alors Naomi Kawase se met aussi en scène dans ses films de fiction quand elle est enceinte. Dans Shahara, elle est enceinte de 7 mois et elle va montrer un accouchement qui n'est pas encore le sien à cette époque-là, et elle va quand même filmer son propre accouchement ici. Donc cette proposition d'empreinte digitale véritablement complètement radicale qui est proposée ici, mais surtout aussi de jamais perdre de vue quelque part l'acte de filmer, puisque en plein, 3 minutes après le début la fin de l'accouchement, elle va redemander à posséder la caméra pour pouvoir filmer elle-même l'acte de couper le cordon. Donc cette espèce de mise en scène, de conscience de soi qui apparaît ici et qui est évidemment assez emblématique de cette cinéaste-là, peut-être pas d'autres cinéastes, donc la trace peut être très très diversifiée. Et puis, je pense qu'il y a aussi une forme d'empreinte esthétique, où là, il n'y a pas de présence de la réalisatrice ou du réalisateur, mais quand même une forme d'intervention au travers des choix que l'on fait, qui sont des choix qui ne semblent pas forcément très naturels au départ, qui ont une certaine forme, en tout cas qui ont un certain formalisme, et qui peuvent interpeller comme étant des formes d'intervention sur le réel. J'ai choisi... c'est très difficile de ne pas choisir Chantal Akerman dans ce cas-là. Alors on aurait pu aussi la mettre dans la catégorie des empreintes digitales, puisque sa voix évidemment apparaît dans beaucoup de ses films, parfois elle-même aussi évidemment, mais dans le cas de Sud, il n'y a pas cette forme d'intervention-là, c'est une forme d'intervention esthétique. Et donc on voit dans le choix du premier plan évidemment le dispositif qui va évoquer le calvaire de cet homme sans pouvoir le montrer, et puis le témoignage de ce journaliste qui va expliquer ce que l'on aurait dû investir ou ce que l'on peut investir dans ce plan particulièrement esthétique qui, entre guillemets, ne révèle rien si on n'a pas le contexte, mais qui va générer une représentation quasi mentale de ce qui est arrivé. Donc ce choix de l'esthétique et d'une certaine forme de formalisme quand même, qui va, je dirais, être cette empreinte esthétique
reconnaissable, en tout cas en ce qui concerne Chantal Akerman. Alors on retrouve ce formalisme dans d'autres propositions, dans la longueur des plans, dans les choix du travelling, dans plein d'autres possibilités, mais aussi parfois dans des exemples qui sont complètement différents, mais où on a aussi une forme de mise en scène très, très rigoureuse qui est proposée et qui sort, je dirais, de la simple captation de la réalité pour aller vers cette réorganisation du réel dont parlait Vertov. Et je pense que le film d'Inès Rabadan, Karaoké domestique, rentre dans cette catégorie, dépasse la simple captation de la réalité et va vers cette réorganisation des choses. Le choix de cette forme, évidemment, n'est absolument pas innocent, il n'est pas spontané non plus, il est dû à des contingences de tournage. Voilà, je te laisserai la parole après peut-être, dans cette idée que ces femmes qui ont été enregistrées, rencontrées, qui ont offert leur témoignage, ne veulent pas apparaître à l'écran. Et donc il faut trouver une solution pour pouvoir faire passer ces témoignages d'une autre façon qu'une simple captation de la réalité. Alors je mets simple évidemment entre guillemets, mais ici il faut remplacer ce visuel qui manque et évidemment l'idée est complètement nouvelle de faire cette proposition-là, de cette incarnation du corps de tous les témoins qui sont là, de laisser leur voix, mais de les incarner au travers d'un seul corps qui va répéter ce discours, en tout cas articuler toute la gestuelle, tout le discours d'une autre façon. Donc les fonds bleus amènent aussi à cette construction, le systématisme aussi de la construction narrative font que, évidemment, on est dans une forme extrêmement différente de la captation de la réalité qu'on aurait dans un documentaire autre. Juste une dernière proposition de catégorie, pas simplement les empreintes laissées dans le film ou en amont du film, mais aussi les empreintes qui sont laissées par le film. Donc la volonté que l'on veut, qu'on développe de laisser une empreinte grâce au film. C'est le cas de Barbara Kopple dans Harlan County, où elle prend le parti de mineurs américains et où elle va montrer leur lutte et participer à leur lutte avec son film pour laisser aussi une trace et pour participer au combat. C'est le cas de façon assez différente de Sarah Vanak dans After Years of Walking, où elle va prendre une bobine de film qui a été tournée par des missionnaires en Afrique sur la naissance, je dirais, de civilisation africaine et qui va aller le remontrer aux descendants de ceux qui ont été filmés par les missionnaires pour, je dirais, leur offrir une forme de miroir et aussi pour les aider à construire l'histoire de leur nation. On est au Rwanda, il faut reconstruire toute la narration historique et donc avec ce geste, elle propose cette possibilité-là. Plus performative encore, Sabina Guzzanti, réalisatrice italienne, présentatrice, aussi stand-up comedian, qui va faire ce film Viva Zapatero pour s'opposer à la politique de Berlusconi et à cette centralité de tous les pouvoirs de cet homme. Bien évidemment, c'est pas son film qui va le faire tomber, mais il y aura quand même une action puisque son show télévisé a été annulé et supprimée par des dirigeants politiques, et elle va se rebeller au travers de ce film pour avoir une force de persuasion et de performativité sur la réalité. Donc, c'est quelques exemples pour vous montrer les possibilités, alors qu'ils sont encore, à mon avis, très très multiples. Et pour faire le lien, peut-être que vous pourriez venir devant.
Donc Sanaz Azari, Sarah Moon-ho et Paloma Sermonday. Alors pourquoi leurs films ? Parce que justement, leurs films, vous allez le voir, illustrent, ou en tout cas rentrent dans cette réflexion, surtout pas illustrés, je pense, rentrent vraiment dans la réflexion de cette empreinte laissée et aussi de toute cette diversité des empreintes laissées. Donc je ne sais pas si vous voulez déjà peut-être réagir par rapport à des extraits ou un extrait que vous avez vu qui vous parle plus particulièrement ou qui évoque quelque chose par rapport à votre propre travail. Parce que moi, c'est un peu comme ça que j'ai fonctionné aussi, c'est en regardant votre travail et en regardant un peu l'histoire du documentaire. Il y a des choses qui me sont semblées collées, notamment la question du dispositif esthétique chez Sanaz, par exemple, ou la question de la présence du corps et de ta propre personnalité chez Sarah, ta présence à l'écran, et puis la question de la construction aussi, pratiquement jusqu'au fictionnel, avec Paloma. Donc, je voulais commencer par Sarah. Comment tu construis, ou est-ce que tu penses à ta présence à toi, et comment, est-ce que c'est complètement naturel pour toi d'être vue dans le film, de faire la narration, comment est-ce que tu conçois cette présence dans ton travail ? Alors en fait, je n'ai pas décidé de faire du cinéma. C'est la vie qui me pousse à en parler. C'est la vie qui me pousse à contourner les trous pour ne pas que je tombe dedans et à essayer de les colmater. Donc en fait, film après film, chaque fois je pense que ça va s'arrêter. Et je crois maintenant que ça va vraiment s'arrêter. Et donc c'est ça. La première fois, quand j'étais stripteaseuse, j'ai découvert un monde rempli de jeunes femmes qui se demandaient si elles existaient vraiment, si elles existaient vraiment. Et je me suis dit, mais ça, c'est ce que j'observe là en tant que stripteaseuse. Je vois des autres femmes qui sont tout à fait à l'opposé des images d'habitude véhiculées sur ce métier. Donc j'ai décidé de faire un film pour montrer un peu l'envers du décor. Mon deuxième film aussi parlait d'une expérience personnelle, la naissance d'un enfant avec un handicap, et le fait que on ne doit pas s'oublier totalement en tant que parent touché par cette malédiction, je dirais, ou je ne sais pas, coup du sort. Pour André, il s'agit aussi de parler, de se demander comment on se présente au monde. C'est aussi une histoire de masque, finalement, une histoire de mise en scène. André est quelqu'un qui mettait en scène sa vie, qui n'a pas utilisé le cinéma ou l'écriture pour se raconter, mais il utilisait la vie et la mise en scène. C'était un vrai un metteur en scène. Je m'en suis pas rendu compte. Je pensais que j'étais tombée sur un vrai personnage de documentaire qui allait pouvoir me raconter des atrocités qui, peut-être, allaient me permettre, moi, d'avoir une visibilité. Parce que quand on fait des films documentaires sur soi, c'est pas toujours très vendeur. On n'ose pas trop en parler. Ah, tu fais des films documentaires, ah, sur quel sujet ? Bon, moi, je me rêve en tant que journaliste d'investigation qui fait des films pour changer le monde. Alors je me suis dit avec André, chouette, il va me parler de choses horribles. Je me suis dit, je ne sais pas si vous connaissez le travail de Manon Loiseau, qui est une documentariste française qui a fait un film sur les orphelinats en Russie et qui a réussi à changer la loi. Parce qu'en fait, en Russie, avant, les parents d'enfants handicapés étaient obligés de les abandonner à l'État. Et grâce au film de Manon, les parents ont pu garder leurs enfants nés avec un handicap. Et je me suis dit, c'est génial, je vais faire un film qui va changer les conditions d'hospitalisation en psychiatrie en Ukraine. Et en fait, pas du tout. Je suis tombée sur un véritable metteur en scène qui m'a menée en bateau. Et donc, ce film qui partait d'une réalité bien réelle, que j'ai voulu capter, est finalement parti sur une voie de travers et où je me suis finalement interrogée sur le cinéma et sur la mise en scène. Donc ça, c'est l'intention de départ quand tu rencontres Andrei. Et au niveau du film lui-même, quand tu commences à travailler sur ton film, comment est-ce que tu mets en place cette voix ? Comment est-ce que tu l'écris ? Est-ce qu'elle est là ? Est-ce qu'elle vient par la suite ? Parce qu'on voit bien le moment, par exemple, où tu es dans la cabine de projection.
c'est un moment mis en scène. Donc, est-ce qu'il existe au moment de l'écriture? Est-ce que tu l'improvises? Est-ce que c'est nécessaire que ça passe par ton biais à toi? J'ai cru comprendre ça dans ce que tu viens de répondre. Et comment ça se met en place dans le film? Alors, c'est vrai que je pense que je filme et puis je réfléchis. C'est vraiment... Je filme tout le temps. Donc, la fois où je suis allée à ce festival documentaire, j'ai filmé des séquences sans savoir que j'allais faire un film. Et c'est chaque fois comme ça. Voilà. C'est après, en revisitant... Donc, en fait, j'ai des séquences, je traverse mes rushs, et puis je me dis, il me manque ça et ça et ça et ça. Voilà, par exemple, quand on m'a annoncé le handicap de mon enfant, je n'avais pas filmé ma grossesse. Donc après, j'ai acheté un faux ventre de femme enceinte, j'ai refilmé des choses comme ça, donc j'ai retraversé la réalité. Pour le film dont vous venez voir l'extrait, je me suis trouvée en position très bécassine. Et donc j'ai poussé ce trait de la documentariste un peu bécassine. Et donc je me suis incarnée là-dedans. Et voilà, et mis en scène dans ce personnage, en forçant ce trait-là. Donc c'est aussi une construction de personnage, finalement, Bien sûr, toi-même. Tout à fait. Je suis la stripteaseuse, je suis la mère au bord du gouffre, je suis la documentariste qui se fait avoir par son personnage. Mais qui prend quand même le dessus, ou en tout cas qui essaye de reprendre le dessus, puisque tu crées cette marionnette. Alors c'est une lutte. Est-ce qu'on choisit vraiment nos sujets de documentaire? Est-ce qu'on choisit vraiment nos personnages? Ou est-ce que c'est nos sujets et nos personnages qui nous attrapent, qui nous fécondent, qui nous hantent? Je ne sais pas, la question est là. En tout cas, moi, cet André continue à me hanter. C'est pour ça que j'ai fait sa marionnette. C'est pour ça que je me pose la question de sa représentation. Et il m'interroge sur ma propre condition, ma propre existence, en fait. Et donc, tu dis que ça peut s'arrêter maintenant, ton projet de cinéma, ou en tout cas tes envies de cinéma. Donc, ça peut passer par un autre biais complètement aussi, cette écriture de soi, parce que c'est quelque part... À chaque film, il y a une forme d'écriture de soi. Moi, je crois pas que je doive parler de moi à tout prix. C'est parce que je sens chaque fois qu'il se passe quelque chose d'important ou sur lequel je pourrais parler, que je m'engage dans un projet de cinéma ou de danse. Mais là, ça pourrait s'arrêter. Effectivement, si la vie décide d'être calme, ça pourrait s'arrêter. S'il ne m'arrive plus de catastrophe ou plus de... Voilà, ça peut tout à fait s'arrêter. Bien sûr, j'ai pas besoin de me raconter encore et encore. Et d'ailleurs... je vais maintenant travailler avec Boris Lehman et donc ça m'intéresse beaucoup aussi de travailler avec quelqu'un qui continue à se raconter. J'interroge là, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on vérifie comme ça encore, film après film, sa propre existence? Ça, je trouve que c'est intéressant. Peut-être un mot de Sanès, parce que toi aussi, tu apparais, ou en tout cas, on t'entend dans tes propres films, tu apparais d'une certaine façon au travers de la voix dans Salam Isfahan. Dans ta présence aussi à l'écran dans Ikomiran. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Est-ce que ça résonne quelque part ce qu'explique Sarah par rapport à sa propre expérience? Disons que moi, je suis assez distante de la réalité. C'est un peu comme si je vivais à plusieurs kilomètres. Et donc, du coup, quand je m'approche du réel... c'est un peu comme si j'allais avec précaution, c'est-à-dire que c'est pas du tout un cinéma, je prends pas ma caméra et je filme, c'est vraiment plus inventer un système un peu comme en laboratoire, un laboratoire scientifique où on mettrait 3 souris et un manuel de langue datant d'après la révolution islamique. Là, je pense à Ikomiran, et puis de voir ce que ça engendre. Et donc voilà, c'est ce rapport-là au réel. Et forcément, je suis impliquée. Et par contre, ce que je dis souvent comme Sarah qu'après celui-ci, j'arrête parce que j'ai remarqué qu'il y a un moment donné où le cinéma commence à percuter ma vie. En fait, c'est-à-dire que le cours normal des choses se retrouve modifié par mon cinéma, en fait. Donc il y a... par exemple, Ikomiran, j'avais tout simplement commencé à suivre des cours de persan parce que je voulais apprendre le persan.
Et au bout du 3e cours, je commençais à prendre des notes. En fait, j'étais en train d'écrire le film. Et finalement, j'ai arrêté mes cours de persan pour en faire un film. Et quand j'ai fini mon film, j'ai plus fait mes cours de persan. Donc, du coup, j'ai l'impression finalement que quoi que je fasse, je l'arrête pour en faire un film. Et que du coup, finalement, le cinéma a une empreinte sur ma vie réelle. Et c'est comme si je voulais résister à ça. Donc, si j'arrêtais de faire, ce serait pour résister au cinéma et vivre ma vie, en fait, tout simplement. Donc, il y a un truc comme ça. Et en même temps, j'en suis tout à fait incapable. Mais je sais bien que j'en suis incapable parce que là, je me disais, tiens, j'irais bien travailler dans la vigne pour être, pour être la main dans quelque chose. Mais je pense bien que, en fait, une fois qu'on... Enfin, voilà, je me vois mal travailler dans la vigne sans être dans l'image de la vigne, en fait. Ça peut plus exister, j'ai l'impression. C'est une forme très spécifique, hein, cette proposition. Donc, effectivement, comme tu le disais, sans doute que tu penses à la forme comme étant la base, entre guillemets, de ton film aussi. La position de la caméra, ton rapport à ton professeur, quand même ta voix qui est là de façon assez systématique, mais aussi parfois l'amorce. On te voit vaguement, on voit ta main aussi quand tu écris. Donc, comment on écrit ça aussi ? Comment est-ce que ça se met en place au départ du film ? En fait, d'abord, quand j'avais commencé mes cours de persan, j'étais dans une petite salle avec même pas un tableau. Enfin, c'était vraiment un petit tableau blanc. C'était pas avec le manuel, c'était avec la méthode Assimile. Donc, ce que je veux dire, c'est que rien n'était beau. Enfin, je trouvais que tout était moche. Et par contre, ça m'a donné... Par contre, ce qui était beau, c'était les mots que j'entendais, les premiers mots. Ob, non, baba, tout ce que j'entendais, je trouvais ça beau. D'ailleurs, c'est un film qui a d'abord commencé de manière sonore. J'ai commencé à écrire des sons, j'entendais des sons. Et donc, du coup, j'ai dû tout mettre en scène. Donc, d'abord, tout écrire. Puis, c'est un cinéma de subvention aussi que moi je fais. C'est-à-dire que pour qu'on me donne de l'argent, il faut que je fasse rêver par l'écrit au début. Donc ça, il faut quand même en parler. Donc j'ai commencé à écrire pour avoir de l'argent, en fait, pour pouvoir faire le film de mes rêves, c'est-à-dire un film qui serait beau, c'est-à-dire un film avec un tableau noir en 3 parties, sur lequel j'imaginais un professeur que je savais pas qui ce serait, un professeur dessiné des craies avec la craie blanche, et j'imaginais que ce professeur effacerait les traits qui resteraient encore, parce qu'alors ça pouvait faire penser à la mémoire de l'Iran, de la Perse qui disparaissait, etc., avec la langue. Voilà. Donc du coup, pour arriver à cette métaphore-là, il a fallu trouver une salle de cours, il a fallu trouver le bon manuel que j'ai trouvé en fait dans la cave de chez ma mère, parce que mon petit frère, qui était plus studieux que moi, avait étudié le persan, donc petit, donc ce manuel traînait dans la cave. Et donc c'est sortir le manuel d'une cave, c'est trouver une salle de classe au fin fond d'Uccle, près du cimetière, où dans cette classe, en fait, il reste un tableau, mais qui n'est plus une vraie classe, c'est une ancienne classe qui, en fait, se trouvait dans un cimetière, enfin un ancien cimetière. Et donc c'est trouver aussi qui va être le maître qui va m'enseigner ça. Donc j'ai rencontré plein de professeurs de persan, des vrais professeurs, et aucun d'eux ne m'a convaincu. Et finalement, c'est juste un homme, cet homme-là, Behrouz Majidi, qui aujourd'hui est décédé. Il est décédé 2 ans après le film, à peu près, il y a 1 an. Et donc, en fait, je l'ai rencontré, je lui ai parlé du projet, et je lui ai dit, est-ce que tu veux bien être mon professeur de persan dans la vie et le film, donc, mais qui va se faire dans la durée d'un film. Et donc voilà, et donc tout ça a été mis en scène, que ce soit du professeur, le lieu, le manuel. Quelle serait la différence avec un film de fiction, alors ? Si tout est choisi, si tout dans les éléments, dans la forme, dans une forme de casting aussi de ton personnage, quel serait l'avantage, entre guillemets, de faire du documentaire
plutôt que de la fiction? C'est que je suis pas sur un plateau emmerdé avec 35 personnes. Non, mais en fait, j'aime beaucoup le cadre intimiste de création. Et en fait, ici, Behrouz et moi, on a créé ensemble. C'est-à-dire que j'ai proposé un squelette une manière d'apprendre le persan. C'est-à-dire que c'est moi qui ai dit à mon professeur, voilà comment tu vas m'apprendre le persan. Et plus ou moins. Et donc après, à l'intérieur de ça, il m'apprenait vraiment le persan, et c'était une performance pour moi. C'était la difficulté du film, c'était que j'apprenais vraiment le persan, et que le soir, quelque part, je devais faire mes devoirs de persan et préparer ma mise en scène de réalisatrice. C'était vraiment faire le double, et je jouais le jeu de l'élève aussi. Donc, il y avait aussi ce côté, voilà, j'étais l'élève du film, et il jouait le rôle de professeur. Et en fait, pendant qu'il m'apprenait, je mettais en scène des parties. Et donc, du coup, je pense qu'en fiction, peut-être qu'il n'y a pas cette création du réel à deux sur le moment même, puisque les choses sont plus écrites. Voilà. Mais sinon, pour moi, il n'y a pas vraiment de séparation avec la fiction. Mais Behrouz a raconté à l'intérieur du cours des histoires qui sont devenues les histoires du film, alors qu'en fiction, ces histoires, on les écrit avant. Donc voilà. Donc il y avait une part de spontanéité aussi de la part de ton personnage qui sortait du personnage que tu lui avais proposé pour investir aussi de sa propre histoire quelque part. Oui, parce que Behrouz, tout au long du film, a raconté son histoire en fait. Et je sais que quand je lui ai montré le film fini, donc je voulais pas qu'il voie le film pendant. Parce que ça doit être difficile pour lui enfin, je veux dire, on est toujours on surveille fort notre propre image. Donc, je voulais pas qu'il voie le film avant. Et quand je lui ai montré, parce que c'est quand même presque un monologue d'1 heure de ce professeur, donc il a quand même un rôle super important. Et là, il m'a vraiment remercié en me disant, voilà, tu m'as donné la possibilité de, quelque part, raconter toute mon histoire, mais à travers la langue persane, en fait. Et au final, on est arrivé au même film désiré, tous les deux. Et ça, j'en suis très... Ça, pour moi, c'est là où j'ai réussi le film. C'est à cet endroit-là. On s'est retrouvés, professeur et élève, au bout du chemin, au même sommet de montagne, quoi. Il n'était pas... voilà, on s'est retrouvés ensemble. Alors, je vois que ça s'agite un peu, donc je voudrais aussi que Paloma parle de son expérience à elle. Donc, j'ai choisi aussi, alors, à côté de réalisatrices expérimentées, parce que même si elles le veulent peut-être pas, Sarah et Sana sont des cinéastes à part entière. Eh bien, Paloma Sermonday, elle vient de finir ses études. C'est son premier court-métrage qui s'appelle Mackenzie et qui pose aussi les questions dont on vient de parler. Donc, peut-être juste que tu puisses introduire... alors, on va montrer une séquence, celle du pique-nique entre la sœur et le frère. Juste expliquer quelle a été ta démarche par rapport à ce que tu voulais faire dans ce court-métrage et comment tu l'as pensé aussi d'un point de vue esthétique. Ouais. Donc c'est un court-métrage qui suit une journée dans la vie de Mackenzie, qui vient du village de mon enfance. Et il est un tournant de sa vie puisqu'il est en préadolescence, voilà, il a 12 ans et suite à des problèmes familiaux, son père lui annonce qu'il va devoir aller en internat l'année prochaine. Et donc on suit une journée de Mackenzie dans ce village, un petit village près d'Andenne qui est un peu encaqué dans la vallée de la Meuse, où les enfants sont un peu esselés et doivent trouver des moyens divers de s'occuper par eux-mêmes. Et donc on suit une journée de Mackenzie pendant les vacances de Pâques. Il sent que l'arrivée de l'internat approche à grands pas et il passe une partie de la journée seul et puis une partie de la journée avec sa sœur. Et donc voilà, ma démarche, ça a été... c'est vrai que le film prend des formes de fiction parce que, étant donné que je voulais aborder mon enfance à travers l'enfance de Mackenzie, puisqu'elle est assez similaire, j'avais des envies assez précises de séquences. Et... ayant un amour assez inconditionnel pour tous les protagonistes du film, je ne voulais pas manquer d'éthique. Mais il y a quand même une forme de
proposition esthétique qui est faite dans le chant, enfin dans la séparation des chants du frère et de la sœur, dans la voix off de la sœur quand elle écrit sur le registre, et qu'on continue à entendre sa voix au travers du parcours de Mackenzie, et puis peut-être même aussi dans la façon dont il se plante devant cette fenêtre et regarde une forme d'écran quelque part. Donc c'est à chaque fois relativement subtil, mais il y a une forme d'écriture comme ça assez lisible qui ressemble à l'écriture fictionnelle plus que l'écriture documentaire. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as choisi d'aborder ça de cette façon-là ? C'est vrai que le centre du film, c'était ce basculement. Donc là, bon, pour vous expliquer un peu le début du film, c'est assez morose, et Mackenzie s'ennuie énormément et il n'a rien à faire dans le village jusqu'à ce qu'il retrouve sa sœur. Et l'esthétique bascule à ce moment-là aussi vers quelque chose de beaucoup plus solaire. Et je tenais vraiment à ce qu'ils aient cette discussion sur l'internat parce que c'était un gros non-dit entre eux. Et ça n'a pas tellement été écrit, en fait. Je l'avais dans un coin de ma tête. Je tenais vraiment à tourner ça au coucher du soleil. Donc c'est vrai que la fiction est là aussi, c'est de choisir le bon moment et de placer la caméra juste quand il faut. Et par contre, la sœur de Mackenzie, elle est un peu plus âgée, j'ai pu vraiment créer un dialogue avec elle. Et finalement, c'est plutôt elle qui a mis en scène cette scène, puisque je lui ai dit, voilà, j'ai envie vraiment que tu abordes le sujet de l'internat. J'ai envie que tu parles de votre maman que vous ne voyez plus. Et finalement, dans la carrière, là où il pique-nique, on a d'abord joué, etc. Et puis avant la scène, j'ai juste eu à lui rappeler, tu te souviens de la discussion qu'on a eue, mais je crois que ce serait le moment. Et puis les choses se passent comme ça. Maintenant, en termes de placement caméra, c'est vrai que c'est aussi un moment du film où pour la première fois, il y a une caméra plus vivante. Ce qui n'était pas prévu au début. Moi, j'étais un peu rigoureuse à ce niveau-là. C'était assez rigide. Mais sur le moment, je les voyais pour la première fois tellement vivants et tellement libérés, et ils étaient tellement habitués à nous. C'était vraiment la fin du tournage, que la caméra a commencé à bouger d'elle-même, et ça s'est fait comme ça, quoi. Juste avant l'extrait, tu nous as parlé d'éthique. J'aimerais que tu reviennes sur cette idée, et peut-être aussi Sanaz et Sarah. Est-ce que l'éthique intervient ? Est-ce que vous pensez à cette question d'éthique dans la captation de ce que, enfin, dans ce que vous captez, dans ce que vous réalisez, et en quoi ça intervient ? Est-ce que ça a vraiment est-ce que vous pensez que non, c'est une proposition artistique et c'est pas à vous de vous occuper de l'éthique, ou est-ce qu'il y a votre propre éthique qui s'inscrit dans ce que vous proposez, toutes les trois ? Oui, c'est évident. Enfin, moi, à chaque projet, j'y pense parce qu'en plus, comme entre guillemets, il faut quand même le dire, j'utilise les gens pour raconter quelque chose. Et comme je fais pas de la fiction, c'est très délicat. Il y a quelque chose de très délicat, donc on peut pas ne pas se poser la question. Mais je dirais que souvent les gens que je filme, c'est souvent des gens que j'aime, donc c'est pas donc en fait quelque part ça se règle assez facilement. C'est une éthique d'amour en fait. C'est vraiment une histoire d'amour en fait. Donc du coup j'ai toujours envie de montrer d'eux le côté leur joli profil, on va dire, quoi. Voilà. C'est de Sarah aussi. Et alors, moi, pour le dernier film, c'est une question qui reste très présente parce que je me pose quand même la question de savoir si c'est pas parce que j'ai filmé André qu'il est mort, enfin, que j'ai arrêté de le filmer qu'il s'est suicidé finalement. Donc c'est une question qui reste présente pour ce film-là et dans les autres films aussi. Et c'est encore quelque chose qui est sur le fil et que souvent on me reproche. Par exemple, j'ai filmé mon fils faisant des crises d'épilepsie. On me dit que je ne pouvais pas faire ça. J'étais seule avec lui. J'étais tout à fait dans un désarroi terrible. Et donc, j'ai mis la caméra sur un meuble et je nous ai filmés dans cette espèce de désarroi. Mais voilà, et j'en ai fait un film. Alors, est-ce que j'aurais pas dû ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est éthique ? Est-ce que c'est pas éthique ? Enfin, en tout cas, c'est quelque chose c'est une question qui reste présente et bien entière dans ma tête et qui fait d'ailleurs l'objet de grandes discussions avec souvent les producteurs.
Et c'est pas une question que toi, tu te poses? Si, mais il y a quelque chose de plus fort que ça, en fait. Qui fait que le film existe. Parce que je suis... Voilà, mais parce que je sais que fondamentalement, je suis quelqu'un de véritablement humaniste et donc je me fais confiance. Mais c'est vrai que parfois, c'est difficile de... Enfin, c'est une question qui surgit de la part des spectateurs. Et je pense que c'est bien qu'elle surgisse, parce que ça permet d'en discuter. Paloma, si tu veux juste revenir un instant sur cette question de l'éthique que tu as très rapidement abordée juste avant l'extrait. Oui. J'ai parfois un peu l'impression que la question d'éthique, c'est quelque chose qui se pose souvent un peu entre gens de cinéma sur ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Et finalement, quand j'ai fait le film, évidemment, je me suis posé ces questions, mais je pense j'ai trouvé mes réponses à la fin du film, quand j'ai montré le film au protagoniste, et personne ne m'a reproché quoi que ce soit, en fait. Et j'ai reçu peut-être plus de reproches de la part de gens de cinéma que de la part des enfants qui, eux, trouvaient tout à fait que le film était à leur image, et les autres protagonistes également, et même des amis d'enfance qui se sont complètement retrouvés dans l'enfance, dans le village. Je pense pas que j'ai forcé un trait malhonnêtement, quoi. Justement, parce que tu parlais de éthique et esthétique, tu as dit les deux mots dans la même phrase, et je pense que c'est complètement lié, et que du coup, l'esthétique que tu proposes rend l'éthique... Voilà. Un filtre énorme. Voilà, c'est ça. Et que parfois, les gens, pour qu'ils puissent se voir et être en accord avec ce qu'ils sont, il faut transformer le réel. Et c'est pour ça que moi, je crois beaucoup en la transformation du réel comme un matériau, comme de la sculpture, pour finalement voir la forme finale telle qu'elle est. C'est-à-dire... C'est pas l'empreinte là, c'est modeler quoi, les choses pour avoir l'empreinte juste en fait. C'est super parce qu'en fait tu conclus toute seule par rapport à ce que Jean-Louis Comolli appelle la réécriture du réel. C'est cette idée de modeler aussi et de modifier et qu'il justifie totalement dans la pratique documentaire. Là où d'autres disent que c'est une limite à ne pas franchir, cette question de la réécriture de ce réel pour pouvoir le montrer et pour pouvoir le révéler aussi. C'est quand même une des fonctions premières du documentaire, c'est de révéler une situation et de révéler des personnages. Et je pense que c'est dans cette... écriture-là que ça fonctionne. On te force un peu la parole. Non, mais c'est vrai que, voilà, je pense, on fait les films, c'est toute une série de circonstances, mais au moment de... Enfin, est-ce que la question, c'est pourquoi c'est moi, finalement, qui incarne... Parce que mon intention au début, elle était de faire jouer chaque paire de dames, disons, puisqu'elles sont... Il y a trois fois une femme qui fait du ménage et la patronne qui l'emploie, de faire rejouer en playback par 3 actrices différentes ces personnages. Et puis la question de l'incarnation était insoluble en fait, parce que j'entrais dans des trucs idiots, genre il y en aura une jeune, une moins jeune, une vieille, enfin des trucs comme ça qui n'avaient pas de sens. Et puis j'ai fait l'expérience moi-même, et je pense que c'est l'intérêt pour l'usage de la parole finalement qui était si différent chez les bourgeoises et chez les femmes de ménage, et la fascination que j'avais pour la manière dont elles s'exprimaient, qui fait que voilà, j'en faisais l'expérience en montant les interviews, et j'en ai fait l'expérience pour mesurer l'ampleur du travail de playback, parce que pour mesurer le travail que je devrais demander à une actrice pour le faire, et puis le fait de l'avoir fait et l'expérience de faire traverser ces voix et ces gestes dans mon corps à moi, voilà, ça fait que j'ai finalement joué tous les personnages. Puis j'étais aussi animée par l'idée que l'art, c'est toujours une forme de diminution. Et donc, par rapport à ces femmes que j'avais interrogées, je leur avais demandé de s'asseoir là où elles voulaient. Donc, systématiquement, les femmes de ménage se sont assises dans la cuisine, et les patronnes dans le salon ou dans un endroit comme ça qui les représentait plus. Et donc au départ je pensais reproduire ça, et puis j'ai gommé quoi. Donc voilà, les fonds de couleur, le fait que ça soit toujours mon visage, c'était aussi une manière de rendre très analytique l'écoute de leurs paroles, quoi. Est-ce que toi tu considères ça comme étant de l'interventionnisme ? Est-ce que le sujet et le débat
de cet atelier te semble coller à ce que toi, tu as voulu faire? Non. Voilà. Je m'explique. Évidemment, c'est toujours une intervention de faire un film et d'aller interroger des gens et tout ça. Ça, c'est une espèce d'évidence. Moi, j'ai interviewé des femmes avec une liste de questions. Je pense... dans la limite de ce que c'est une interview, elles ont répondu ce qui faisait leur vie, quoi, plus ou moins. Bon, après, il y a le montage et tout ça. Et donc, je suis pas dans cette situation de faire jouer des choses aux gens, puisque je les ai simplement interviewées, en fait. Et donc, leur parole, elle est relativement peu contrainte, et je dirais même que, parce qu'il y a un personnage qu'on n'a pas vu, mais qui a vraiment donné son sens profond au film, et qui est une des femmes de ménage, c'est elle qui vient vers moi en me disant, moi j'ai un truc à raconter, parce que sa vie était en train de changer. Et elle a vraiment donné la signification finale au film pour ceux qui l'ont vu. Et donc c'est elle qui intervient, qui transforme le film par son désir dans le réel de faire advenir quelque chose. Donc c'est une interaction, quoi. Mais dans mon film, la mise en scène vient complètement après. Donc c'est c'est assez différent, quoi. Mais on a aussi entendu beaucoup la critique, beaucoup d'admiration par rapport à ce que tu avais proposé, mais plus vécu comme une forme de performance de ta part, et moins peut-être comme un film documentaire. Alors que la base est là aussi complètement documentaire, dans l'interview, dans la récolte de paroles, etc. Donc, peut-être juste un mot sur ça, sur le fait qu'on a plutôt classé ton film dans des films expérimentaux que documentaires, ou en tout cas qu'on s'est posé la question par rapport à ça. Oui, il a été vu dans des contextes très différents les uns des autres, effectivement. Je pense que ça, c'est lié à la sensibilité des spectateurs. Moi, je l'ai vu, Pauline l'a montré, il y avait des femmes de ménage dans la salle et elles étaient entièrement sur la signification et limite, il y avait même pas on parlait même pas de la performance. La performance était gommée, disons. Enfin, c'était vraiment les paroles et ce qui était exprimé. Et à d'autres endroits, c'est que la performance qui était évoquée. Ce qui, je pense, a été le moyen d'ailleurs de faire entendre ses voix, parce que je doute que que ses voix étaient aussi souvent entendues s'il n'y avait pas eu la performance. Bon, ça c'est une autre histoire, mais j'ai perdu la question. C'était quoi la question? C'était le fait de catégoriser. Est-ce que c'est documentaire ou pas? C'est totalement documentaire pour moi. C'est éminemment documentaire. La parole finale du personnage qui s'appelle Evelina, c'est un truc que j'aurais pas rêvé d'inventer, quoi. C'est complètement elle qui me l'a donné. Elle arrive à un moment avec quelque chose dans le réel où elle propose une transformation du rapport homme-femme par rapport au ménage qui est digne de Václavik et que vraiment je ne l'ai pas écrit, c'est elle qui l'a écrit. Enfin, elle qui me l'a donné en interview, quoi. Donc ça, c'est vraiment... pour moi, c'est le point, même si je suis d'accord avec Sanaz et avec tout ce qui a été dit sur... Pour moi, un film, c'est un film. Je ne sais pas si la distinction... Mais quand même, il y a ce moment... Il y a la rencontre, quoi, dans le documentaire. C'est profondément différent. Bien sûr, on peut dire qu'un film de fiction, c'est un documentaire sur les acteurs qui le jouent, etc. Mais quand même, il y a ce péril de la rencontre qui est... qui définit le film. Et qui, en même temps, ce qui vous rejoint toutes, qui vous lie toutes, c'est cette volonté de montrer, comme l'a dit Sanaz, pas le meilleur profil de vos personnages, mais en tout cas d'être, je dirais, honnête par rapport à ce qu'ils sont, et donc de faire cette démarche-là. Paola, dis-moi. Voilà. Je vous propose un dernier mot de Nina Toussaint, qui est élue du comité audiovisuel, et peut-être un petit mot de conclusion sur l'atelier. Oui, je voulais juste enchaîner sur ce qui a déjà été dit. Par rapport à l'éthique, je ne pense pas du tout que ce soit une discussion entre gens du cinéma, l'éthique. L'éthique, en fait, elle se pose entre le réalisateur et celui qui le filme. Donc c'est une question que le réalisateur doit se poser lui-même. Oui, on peut en discuter après. Et c'est par rapport à la personne qui le filme qu'il doit être juste. Et l'autre rapport, c'est le rapport au spectateur. C'est-à-dire si on intervient sur la réalité,
l'éthique pour moi, ce serait de dire la personne qui est filmée, qu'elle soit transformée ou pas, doit se reconnaître, ce qui a été le cas dans ce que tu as décrit tout à l'heure à la projection. Et le spectateur, c'est la même chose. Est-ce qu'il capte quelque chose du réel, ou à ce moment-là, on peut faire un film de fiction et on est totalement libre. Mais l'éthique, pour moi, c'est le dialogue entre les réalisateurs et celui qui est filmé, et la réalité. Donc là, on a quand même une responsabilité aussi. Et je dirais pas du tout par rapport aux personnes qui ont parlé cet après-midi ici, mais en général, on peut aussi se poser la question, il y a des réalités qui ont moins besoin d'intervention, qui ont besoin de l'intervention du regard, évidemment, du réalisateur, mais pas forcément du réalisateur dans le film. Mais ce n'est pas le cas ce soir. Mais je veux dire, c'est toutes ces questions-là qu'il faut avoir à l'esprit quand on se pose la question de l'éthique par rapport au réel. Oui, bien sûr. Mais moi, tout à l'heure, je parlais de mon cas précis, où j'ai eu l'impression qu'il y avait des débats en termes d'éthique plutôt entre gens du cinéma, et que je n'avais pas eu ces débats-là avec les protagonistes du film. Je ne faisais pas une généralité sur on ne parle d'éthique qu'entre gens du cinéma, évidemment. Voilà, on va conclure. Je remercie encore une fois Paola pour son invitation à faire cet atelier. Je remercie surtout les réalisatrices qui sont venues cet après-midi, donc Sahnaz, Paloma et Sarah. Voilà, bonne fin d'après-midi.